Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur la page Immédia. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Immédia. Merci d'être présent, merci de liker, merci de partager. On continue notre progression, la découverte de nos émissions, de nos invités. Et on parlait ce matin beaucoup de communication, de discours, parce que pour les hommes politiques, pour les élus locaux, il est important de raconter une belle histoire et donc de bien choisir ses mots. Et les mots, évidemment, ont un sens. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'inviter aujourd'hui Sonia Vignon. Bonjour Sonia. Vous dirigez Oxymore en More. Alors vous avez un parcours très très riche autour des mots. Vous êtes linguiste, vous avez été éditrice et aujourd'hui vous conseillez des dirigeants, des chefs d'entreprise, un certain nombre de personnes qui ont des choses à dire, qui ont besoin de raconter une histoire pour travailler sur la puissance des mots, le choix des mots, etc. Et d'ailleurs, Oxymore, ça ne s'est pas fait par hasard. Oxymore en More, le nom de votre structure. Qu'est-ce que ça veut dire, oxymore, et pourquoi vous avez choisi ce mot? Alors, un oxymore, c'est un concept qui est intéressant dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est accoler deux mots qui seuls sont censés être opposés et qui, ensemble, prennent non seulement un sens qui fonctionne, mais surtout qui leur donne une couleur très différente. Donc, c'est le fait de dire chaque mot compte et nous sommes tous beaucoup plus complexes que ce qu'on essaie de nous faire croire aujourd'hui avec des mots très précis. En associant les mots, on peut changer la couleur de ce qu'on raconte. Est-ce qu'on peut trouver un exemple peut-être connu d'oxymore qui fonctionne ou que les gens auraient peut-être déjà entendu ou pas le plus connu, c'est la douce douleur ou l'obscure clarté. Voilà, des choses comme ça qui sont un petit peu utilisées chaque mot se mélange à l'autre et ça donne du coup une tonalité différente. C'est exactement. Et c'est vrai que dans les discours, quand on a une succession à la fois de phrases et de mots, on peut parfois, pour donner un sens précis, les accoler, les transformer. Alors notre souhait dans Immédia Politique, c'était d'avoir un certain nombre d'émissions, de rubriques, donc certaines récurrentes. Et on a voulu en créer une qui s'appelle En un mot. Oui. Et on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous allez venir régulièrement peut-être nous parler du mot du jour, d'une forme d'actualité. Parce que qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce que vous demandent les gens? Et on pense aussi aux élus, mais qu'est-ce qu'ils vous demandent les dirigeants quand vous les aidez à travailler? Comment est-ce que vous travaillez avec eux un discours, une forme d'empreinte? Comment est-ce qu'on laisse un impact? C'est ça que vous cherchez à faire avec eux? Comment vous travaillez? C'est exactement ça. Nous, ce qu'on va travailler chez Oxymore, c'est l'empreinte stylistique. C'est de dire aujourd'hui, comme on a une empreinte digitale, qui a priori nous sert que quand on est un meurtrier, mais on a une empreinte stylistique qui peut être très reconnaissable. En tant que chef d'entreprise ou en tant qu'entreprise, ça génère une image de marque forte. C'est ça, c'est un lien avec l'image, Oui. Alors si on parle d'une personnalité, ça peut être peut-être le style ou la manière de parler ou ce genre de choses. C'est surtout d'aller chercher en fait l'authenticité dans le discours. C'est de dire aujourd'hui ce qui fait que mon entreprise est différente, que je suis un dirigeant différent, un élu différent, une personne différente, peu importe, c'est qui je suis, comment je le porte, comment je le vis, et donc comment je le dis. Parce qu'on se rend compte que les mots ont un sens, les mots ont un poids, mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup de mots qui sont des mots qui ont été vidés de leur sens ou galvaudés. Bienveillance en 2020, c'est un enfer, mais qui en réalité n'ont pas du tout le même sens selon ce que moi j'en pense et ce que vous en pensez. Et la manière aussi dont on le dit quelque part. Et puis il y a aussi parfois des mots qui arrivent et qui ne sont pas prévus, notamment à l'oral, et qui racontent des choses. Ça me fait penser, je crois que c'est Paul Éluard qui disait ça, les mots qui vont sortir disent de nous ce que nous ne savons pas encore. Exactement, c'est le principe aussi du lapsus. Voilà, tout d'un coup. Donc on voit qu'il y a une notion de travail, de préparation, de tentative de maîtrise, mais que tout n'est pas toujours sous contrôle et qu'on peut être après impacté par nos émotions, etc. Donc c'est aussi beaucoup de travail en amont. Je crois que c'est peut-être les élus, quand je travaille avec eux aussi, c'est une découverte parfois, c'est l'importance du travail de préparation, de ce qui vient de l'intérieur, d'écrire, de réécrire, pour qu'au moment où ça doit sortir, ce soit davantage prêt, travailler. C'est ça un peu le succès. Alors, c'est ça, et puis c'est aussi quelque chose d'un petit peu plus... On va extraire quelque chose qui est de l'ordre de l'ADN. Ça veut dire qu'on va vraiment aller réfléchir cette empreinte dans son unicité. Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Et on va sortir ce qu'on appelle une charte sémantique, c'est-à-dire une base de mots qui n'appartient qu'à nous. Et qui vont être extrêmement précisés, voire accolés
type oxymore, mais compléter sur vraiment quelque chose de global dans ce que j'essaye de dire, mais qui n'est que moi. Et une fois que j'ai ces mots-là, c'est ma sécurité, c'est mon parachute. Je sais que quelque part, je sais me raconter en quelques mots, et ensuite, ça me permet d'avoir cette espèce de liberté d'aller broder. Mais en fait, c'est la contrainte qui crée la liberté. Les fondamentaux, ils sont là et on peut se raccrocher. Ça me fait penser un peu aux pianistes de jazz. Souvent, on a l'impression que lorsque le pianiste se met devant son piano, il invente la musique. Mais en vrai, il a toutes les gammes, l'harmonie depuis 30 ans et il compose en revanche en faisant confiance à son intuition, mais parce qu'il a ce bagage et ces outils. C'est un peu ça qui crée aussi son identité. Comme les sportifs de haut niveau, enfin, le patinage artistique typiquement, on les voit faire et on se dit je le fais demain. Enfin, Ou après-demain éventuellement. Oui, parce que demain j'ai aquaponie et du coup je suis un peu, short. Ouais, je suis un peu short. Mais sur cette facilité apparente, c'est exactement pareil. Il faut aller travailler. Une routine, une discipline. Exactement, etc. il faut aller travailler, mais surtout une authenticité. Moi j'en reviens sur ça. L'empreinte n'est qu'authenticité. On se dit bien quand on se dit vrai. Alors ça c'est intéressant parce que c'est un mot qui revient. Alors peut-être qu'on peut commencer un peu notre exercice de style. Si on se dit l'empreinte, qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça nous fait penser? Comment on le définit? Comment vous nous parleriez de ce mot empreinte? L'empreinte, déjà, dans ce que ça appelle en imagerie mentale, c'est joli. Une empreinte, c'est joli. C'est quelque chose qui reste quand on n'est plus là. On peut parler de l'empreinte d'un parfum, par exemple. On a des empreintes olfactives, on a des empreintes rétiniennes. Mais c'est quelque chose qui perdure même après nous, l'empreinte, qui marque une fois qu'on est passé. Et la réalité des choses, c'est que on essaye toujours de laisser une trace de qui on est, de ce qu'on a fait, de tout ça. Mais le but, c'est qu'elle soit la plus juste possible et qu'on l'utilise à bon escient. Donc pour ça, il faut vraiment avoir réfléchi, comme une empreinte digitale n'appartient qu'à soi, une empreinte sémantique n'appartiendra qu'à soi. Et les mots, on va tellement se les approprier qu'ils vont devenir une évidence. Et en fait, c'est ça. C'est créer une évidence dans le discours. Avec le souvenir qu'on peut en avoir de ce qui reste comme ça, un peu comme effectivement les flux d'un parfum ou le silence qui suit. Ça, c'est un travail très important, le silence que les élus oublient souvent, mais toute personne qui prend la parole en public doit aussi énormément travailler le silence pour laisser en écho résonner les mots qui sont là. Mais de la même façon qu'une virgule, une ponctuation, dans un discours, on sait à quel point ça change tout. Le temps de respiration, c'est fondamental. Et pourtant, c'est de l'ordre de l'impalpable, ça, par exemple. Mais c'est aussi une empreinte. L'empreinte rythmique est une empreinte. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va essayer de travailler ensemble. Oui. C'est peut-être comme ça aussi qu'on accompagnera certains élus, qu'on ira voir ensemble. Alors, pour la prochaine fois, pour les prochaines émissions, on va choisir ensemble, en fonction sans doute de l'actualité, un mot qui viendrait dans le discours, qui est entendu et dont on ne sait pas quoi faire. Et en réfléchissant pour cette première émission, on disait qu'il y a quelque chose qui est assez étonnant, qui vient beaucoup et qu'on peut peut-être commencer à décrypter, c'est ce fameux monde d'après. Alors le monde d'après, par définition, il s'oppose au monde d'avant, mais est-ce qu'on le connaît? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça renvoie comme imaginaire? D'où il vient ce mot et qu'est-ce qu'il raconte pour vous? Le monde d'après, typiquement, c'est exactement ce dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir un mot qui ne dit rien. Ça ne dit rien. Vous, moi, n'importe qui, déjà on n'a pas la même notion du avant. Quand est-ce qu'on le marque? Alors aujourd'hui, les gens vont dire que c'est le pangolin qui marque le monde d'avant, mais ce n'est pas complètement vrai. Est-ce que c'est avant le confinement? Est-ce que c'est avant le déconfinement? Est-ce que c'est avant l'idée même qu'on puisse vivre une pandémie? La réalité, c'est qu'il n'y a pas de monde d'après, il y a le monde qu'on vit maintenant. Le passé existe, ça oui, on peut éventuellement se baser sur un monde d'avant, mais le monde d'avant ne sera que le monde d'avant l'instant où je parle. Et dans une minute, ce sera déjà plus le même. La réalité, c'est qu'en fait, l'après, c'est quelque chose qu'on extrapole, qu'on imagine, qu'on va aller fantasmer beaucoup. Parce que là, moi, avec beaucoup de représentations quelque part. C'était extraordinaire parce que le panel de tout ce que ça appelait, notamment pendant le confinement où les gens n'avaient que ça à faire, d'aller imaginer l'après. Et chacun imaginait son propre après, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez salarié, que vous soyez plutôt engagé dans l'écologie. Vous n'y mettez pas du tout les mêmes choses sur après. Après quoi? Et quel est mon engagement là-dedans? Et donc en fait, la réalité, c'est que l'après n'existe pas.
au moment où je parle, à la fin de ma phrase, je serai déjà dans l'après. Et qu'il n'y a pas qu'une seule réalité de l'après. Moi, ce que j'entends aussi, c'est intéressant, c'est que ça raconte deux choses. D'abord, que lorsqu'on utilise des mots, il faut les partager, les définir. Et ce que je dis souvent, moi, c'est qu'il faut sortir de l'implicite pour aller vers l'explicite. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des confusions. C'est je pensais que, je croyais que, il me semblait, tu m'avais dit. Non, tant que ce n'est pas explicité. J'avais compris que. Voilà, où je pensais. Donc tout ça, ça montre que dans la communication, il faut bien travailler l'explicite. Et puis, le deuxième élément, ça raconte aussi la manière dont on a soi-même son propre bagage et ses propres représentations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une réalité. Et quand on se confronte dans la communication, parce que c'est ça, quand on travaille l'histoire et les mots, c'est de la communication, avec quoi j'arrive, quel est mon bagage, et qui est l'autre et comment il reçoit les choses. Et tant qu'on n'a pas accueilli l'autre, on en parlait ce matin avec Yves Charmont, le directeur du Capcom, sur les dysfonctionnements de communication liés à l'incommunicabilité, c'est-à-dire qu'on oublie le dialogue à l'autre. Et l'interprétation. Et l'interprétation qu'on en fait. L'interprétation, c'est extraordinaire. Et souvent, donc, du coup, j'imagine que vous servez un peu de miroir à ceux qui viennent vous voir, qui disent des mots et puis vous leur racontez, vous, ce que ressentez ou ce que ça pourrait être. Et c'est comme ça que c'est comme une danse pour arriver à faire un… Oui, c'est un accompagnement qui est de l'ordre du rythme aussi, chacun au sien. Mais c'est vraiment… finalement, qu'est-ce que c'est qu'un champ lexical? Un champ lexical, si on va faire une métaphore, c'est se dire… Dans notre cerveau, on a tous une commode. Et on a des mots qu'on va ranger. C'est pas toujours très pratique quand même, une commode dans le cerveau. Non, ça dépend. Enfin, ça dépend de la taille de la commode. Si c'est une Ikea ou c'est une Louis XVI. Alors là, déjà, chacun pas la même valeur de commode. Donc une commode avec des tiroirs. Et déjà, commode, ça n'appelle pas la même chose chez vous, chez moi, ni dans l'usage, ni dans la forme, ni dans le poids, a priori. Mais la réalité, c'est qu'on a des mots qui sont relativement tous les mêmes, même si en effet, certains ont un bagage qui fait qu'ils ont plus de vocabulaire que d'autres, et on les range en fait ces mots. Et donc le champ lexical, c'est dans quel tiroir je mets quel mot et qu'est-ce que je vais chercher quand je vais chercher ce mot-là. Et la réalité, c'est que a priori, on ne les range pas au même endroit et on ne met pas le même sens derrière. Je vais vous donner un exemple qui est, je pense, le plus parlant en ce moment, c'est le mot confiance. C'est le mot du moment. Il faut qu'on ait confiance, il faut qu'on ait confiance dans le fait que ça va reprendre, il faut qu'on ait confiance dans le fait que… Comme si ça se décrétait en plus. Et confiance, c'est une injonction paradoxale. L'injonction à la confiance, ça n'existe pas. Mais c'est surtout qu'en fait, la confiance, par définition, est un mot valise. On y met ce qu'on veut dedans. Donc, le fait de dire, exemple typique, la confiance n'exclut pas le contrôle, si, en fait, par définition, la confiance exclut le contrôle. Parce que si j'ai confiance, je ne contrôle pas. Mais les gens qui utilisent ça en disant la confiance n'exclut pas le contrôle, ils sont fondamentalement persuadés que c'est une forme de confiance. Mais une confiance avec engagement, une confiance avec… Confiance un petit peu dégradée quand même. Une confiance dégradée, une confiance dans un cadre. C'est le je te fais confiance, mais quand même. Voilà. Dès qu'on rajoute quelque chose, mais j'aimerais savoir où tu étais, avec qui et jusqu'à quelle heure. Bon, ça peut parfois être effectivement. On le voit, c'est un vaste sujet, mais je crois que, et c'est pour ça que je vous avais demandé d'être avec nous et de participer à cette aventure. Quand on est dans l'action, quand on a besoin aussi de raconter son territoire, de raconter son projet, il faut mettre des mots, raconter une histoire et pas des histoires. Et pour ça, il faut choisir, structurer, parce qu'il y a aussi une manière de structurer, de créer ce qu'on appelle une tension narrative, d'aller du début à la fin. Enfin bref, un vrai travail de fond et on fera sans doute d'ailleurs peut-être des ateliers régulièrement pour ça. Et en tout cas, cette rubrique, en un mot, qu'on retrouvera très prochainement. Merci beaucoup Sonia Vignon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour le lancement, c'était une première, elle en appelle plein d'autres. On compte sur vous, on compte sur vos commentaires et puis on se dit à très vite sur la page Facebook de Immédiat. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec nos nouveaux invités. Merci.